Dans cet épisode, on teste le Canon RF70-200 2.8 IS USM Z. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans le dedans, dire des trucs de geek et aussi l'amener sur le terrain. Je suis JB, tu es sur Bison Bleu, on est parti. Disclaimer, cet objectif m'a été confié une dizaine de jours par Canon et les conditions d'embargo m'ont poussé à rusher un peu plus qu'à l'accoutumée cette vidéo. Mais on va quand même essayer de faire un truc cool et informatif. Ah oui, cette vidéo contiendra aussi un plug pour l'IT-Share, vous avez l'habitude. Le 70-200, c'est une institution en photo. C'est certainement le télézoom le plus connu et apprécié, autant en sport qu'en portrait, qu'en reportage, qu'en mariage, qu'en événementiel. D'ailleurs, c'est le premier objet pro que j'ai eu entre les mains. C'était un 70-200 2.8 IS USM version 1. Loué, hein, évidemment, j'avais absolument pas les ronds pour cette merveille. Et vous le sentez venir, si seulement ça avait existé à l'époque, eh ben je l'aurais loué sur l'IT-Share. C'est 16 000 références en location entre professionnels et particuliers. En plus, ça m'aurait fait rencontrer des gens cool dans mon secteur d'activité. Alors on se sort les doigts et on va sur l'IT-Share. Lien en description de la vidéo. Fin du plug. Retour à la vidéo. Bref, c'est marrant de se rappeler qu'il fut un temps où ces 70-200 étaient plutôt des 80-200 à zoom externe, souvent d'ailleurs un zoom à pompe, ce qui, il faut le reconnaître, a pas mal perdu en swag ces derniers temps. Et c'est en 1995 que cet objectif a pris sa forme actuelle, avec la sortie du légendaire Canon EF 70-200 2.8. 2.8. Si légendaire qu'aujourd'hui, et quel que soit votre constructeur, votre 70-200 Pro ressemble grosso modo à ça. Un mini télé à zoom interne et ouverture constante, généralement f4 ou f2.8. Un classique était donc né, et après 2008 et la révolution du 5D Mark II, il envahit même le monde de la vidéo. Il est impossible de pas le voir sur un reportage, sur un clip ou sur une interview. En 2019, Canon, toujours soucieux d'être devant le reste de la meute, brise le stéréotype du 70-200 monobloc qu'il avait lui-même construit, avec le RF 70-200 2.8 IS USM. Un objectif plus compact et léger grâce à son zoom externe et l'usage massif de polycarbonate. Et même si j'adorais cette version de poche optiquement excellente, avec le recul, faut reconnaître que c'était une demi-bonne idée. Les photographes de sport regrettèrent une course de bague de zoom trop longue et moins fluide que sur un zoom monobloc interne, et l'impossibilité d'y associer un téléconvertisseur à cause d'un back focus extrêmement court. Et les vidéastes, eux, déplorèrent un objectif moins équilibré et un focus breathing assez important. Sans parler du débat sur la résistance de ce type de construction. Bref, le 70-200 QV 2019 reste une excellente optique, mais n'a clairement pas comblé toutes les attentes. Et cet objet étant un best-seller, il fallait que Canon réagisse vite. Bon, quand je dis réagir vite, c'était il y a 5 ans, à croire que c'est aussi Canon qui prend en charge les travaux de la place Castellane. Bref, voici le Canon RF70-200 2.8 IS USM Z, conçu pour répondre aux exigences des utilisateurs les plus chiants, les plus pointus, et même un peu plus, beaucoup plus même, parce que, je vous le dis sans détour, vous n'avez jamais vu un 70-200 aussi puissant, et aussi cher. Mais bon, parlons construction. Retour donc au design monobloc tant apprécié, mais cette fois avec un usage massif de polycarbonate, ce qui permet d'amener le poids à 1110 grammes ou 1115 grammes, soit environ 300 grammes de moins que le 70-200 2.8 EF version 3, ce qui est l'équivalent de 3 steaks hachés surgelés label rouge à 15% de matière grasse. Et qu'est-ce que 280 grammes comme ça? Mais ça devrait faire 300 grammes, c'est des steaks 200 grammes, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Bref, et seulement 40 grammes de plus que le RF 70-200 2.8 de 2019, soit ceci. Et voilà, 30 grammes, super, putain, y a rien qui marche dans cette review. Et pourquoi cet objet à deux poids, vous allez me dire? Parce qu'il est désormais disponible en 2 couleurs. Boum! Une version dans le blanc classique hérité des téléobjectifs Canon, plus iconique, plus résistante à la chaleur, mais surtout plus iconique, et une version noire pour ceux qui ont peur d'être trop stylés, mais aussi pour les filmmakers habitués à un peu plus de sobriété. Et là, vous allez me dire, ok, mais ça n'explique pas pourquoi la version blanche est 5 grammes plus lourde que la version noire. Et c'est vrai. Mais ce que je sais en revanche, c'est que la construction reprend trait pour trait le 24-105 2.8 Z que je vous ai testé ici. Les dimensions et le layout sont strictement identiques entre les deux objets, avec une bague programmable, une bague de focus électronique, un bouton programmable avec une redondance, une bague de zoom galbée avec une course fluide de seulement 70 degrés, et une bague de diaph sans clic désormais aussi fonctionnelle en photo, mais seulement avec les derniers boîtiers sortis, soit les R5 II et R1, et sur des paliers de réglage plus classiques en demi en tiers de diaph. Pour rappel, en vidéo, les réglages sont ultra fins, 32 paliers par diaph, c'est énorme.
Ajoutez à ça les classiques limiteurs de distance, autofocus, stabilisation et mode de stabilisation, et un collier intégré bien plus pratique que sur les anciens 70-200 Canon, avec un pied démontable au standard vidéo et ses vis 1/4 et 3/8 de pouce. Et comme je disais dans ma review du 2405 2.8Z, un cran cliqué et un pied usiné Arca Suisse et on était sur un sans faute. Sauf que depuis, des constructeurs tiers comme iShoot, Léo Photo ont sorti des pieds Arca Suisse et Dovetail standard compatibles avec le 2405 2.8Z, et donc ce 70-200 2.8Z. Le fait que ces deux objets soient strictement identiques en fait le combo ultime: mémoire musculaire, encombrement, partage des accessoires. Le rêve absolu aurait été qu'ils fassent exactement le même poids pour les swapper sur un Ronin. Manque de bol, le 2405 2.8 fait 300 grammes de plus, oui, soit 3 steaks surgelés, arrêtez de me poser la question. Mais on se consolera quand même avec cette architecture à zoom interne et groupe flottant qui ne déséquilibre quasiment pas l'objectif, quelle que soit la focale. Et puisqu'on a évoqué le design optique, plongeons dans les méandres de la geekerie. Il évolue avec 18 éléments en 15 groupes contre 17 éléments en 13 groupes pour son aîné, mais comme William Saurin, ici Canon a mis énormément plus d'amour dans ses lentilles. Et ça commence par plus de lentilles asphériques. Ces lentilles au profil complexe permettent de faire le taf d'un groupe entier de lentilles sphériques. On a donc 2 éléments asphériques moulés et un réplica asphérical. C'est une techno qui permet de modifier la courbure d'une simple lentille grâce à une résine liquide. On a aussi non plus des éléments UD, mais super UD. Et si c'est super, c'est forcément mieux. Allez, ciao les aberrations chromatiques. Et enfin, 4 éléments sont traités Air Sphere Coating contre un seul dans le précédent 70-200. Nous sommes donc en droit d'attendre des performances supérieures en plein soleil. Bref, les lentilles sont mieux cuisinées dans cet objectif, mais il n'y en a pas forcément plus, parce que c'est connu que trop de lentilles, ça fait péter. Et là tu crois que c'est fini, mais pas du tout, on commence à peine. Cet objet a désormais un back focus qui le rend compatible avec les téléconvertisseurs, voilà. Et le diaph prend aussi le standard cinéma Canon en passant de 9 à 11 lamelles, pour un bokeh bien rond quelle que soit l'ouverture, et des Sunstar non plus à 18 mais à 22 branches. Comment ça tu t'en fous? L'autofocus est confié à du nano USM pilotant le groupe focus et un groupe flottant, ce qui en fait un objet électroniquement parfocal, qui compense à la fois le décalage de map et le focus breathing. Élément frontal, boum, 82 mm, standard, voilà, j'arrête même de faire des phrases. Attends, c'est aussi le 70-200 le plus à l'aise en proxy du marché, avec une distance minimale de map variant de 45 cm à 68 cm pour un agrandissement max de 0,3. J'ai pas fini, reste là. Il intègre aussi la stabilisation la plus énervée que tu peux trouver dans un 70-200. 5,5 stops couplé à un capteur fixe, 7,5 stops au centre et 7 stops sur les bords couplés à un capteur stabilisé. Et ça c'est à 200 mm. Ça te parle ou pas? Autant te dire que les fabricants de trépieds vont devoir se reconvertir. Reste assis, c'est pas fini. Comme le 2405, il est compatible avec le moteur PZ-E2 pour en faire un vrai power zoom. Mais n'achète pas ce moteur. 1200 € pour faire des vieux pull zoom linéaires, c'est bien trop cher. Non, prends plutôt le PZ-E2B avec son connecteur 20 broches. Beaucoup plus cher, mais beaucoup plus mieux. Tu pourrais y connecter aussi un vrai zoom rocker, gérer la vélocité du moteur et piloter ton boîtier à distance, ou encore en production virtuelle, le synchroniser grâce aux métadonnées avec le moteur 3D Unreal Engine. Mais attends, c'est pas fini. Ah si, c'est fini. Bon, il y avait vraiment beaucoup trop de trucs à dire sur cette optique, c'est vraiment ridicule. Alors maintenant, je vous propose un truc, on va se détendre en matant des mires et des chartes MTF, ce qui est, et malgré tout ce que les médecins pourront me dire, une activité très saine, hein. C'est normal de faire ça, c'est sain, il n'y a rien de bizarre. On me dit dans l'oreillette que les chartes MTF ne sont pas encore disponibles. Franchement, difficile de différencier des objets qui ont à peine 5 ans d'intervalle, tant les deux sont simplement excellents. Sur mes petites mires, les différences ont autant de chances d'être des variations dans le calage que de vraies différences optiques. J'avoue me sentir un peu à poil sans les chartes MTF. Mais bon, comme je suis là pour dire des trucs, on va dire des trucs. Allons-y. On dit des trucs. Tout d'abord, les deux objets sont excellents sur la distorsion, quelle que soit l'extrémité focale. Le vignettage est aussi quasi inexistant et il suffit de fermer à F4 pour le supprimer totalement. Ici, pas de gruge en post-traitement comme on a pu le voir sur d'autres objets récents. Les deux objets sont optiquement de très haut vol. Traditionnellement, les 70-200 Canon performent plus à 200 qu'à 70. Mais la version Z semble rompre un peu avec cette tradition, avec un contraste et un piqué central aussi bon à 70 qu'à 200, même à 2.8. L'astigmatisme évolue aussi un peu avec un piqué en périphérie visiblement meilleur et moins de sensibilité aux aberrations latérales à 70 mm et ça c'est cool, et un poil moins bon à 200 mm et ça c'est moins cool. À partir de F4 ou 5.6, les deux objets sont quand même très similaires. Au niveau du flair, on est plus contrôlé que sur le précédent 70-200, avec moins de diffusion, une meilleure rétention du contraste mais aussi des couleurs. Le ghosting est toujours présent mais plus doux. En ce qui concerne le bokeh, cet objet propose plus de séparation des plans en focus rapproché que la version 2019. Et ça c'est l'avantage du comportement parfocal de l'objet, dont la focale ne réduit pas quand on s'approche du sujet. Et les 11 lames du diaph proposent un bokeh plus rond et c'est perceptible à partir de F8. Sur le terrain,
on s'est challengé pour vous faire une petite séquence avec ce 70-200 et seulement ce 70-200. Et ça donne ça. Chut, ça commence. Merde. Et y a rien, il fait tout noir. Ta gueule. On conviendra quand même que filmer une séquence entière avec un 70-200, c'est loin d'être la meilleure des idées. Et c'est pas non plus la plage focale la plus immersive pour du travelling d'accompagnement et des plans rapprochés. D'autant plus qu'on avait un temps très limité pour produire un maximum d'images. On l'a testé à main levée. Comme on est con, on a tenté le genre de close-up qu'on ne fait habituellement pas avec un 70-200. Et aussi, on a sorti le gros jeu avec Power Zoom, Zoom Rocker, Ronin, écran plasma et lecteur de CD en série. Et franchement, j'avoue qu'on aurait moins fait les malins il y a quelques années quand ce type d'objet avait un autofocus USM bourrin, beaucoup de respiration, une distance minimale de map à 1m20 et évidemment aucune fonction Power Zoom. Mais ce 70-200, tout en restant à 70-200, on va pas s'emballer, a été incroyablement polyvalent et souple. Et je pense que vraiment couplé à un 24-105 2.8Z, c'est juste un combo imbattable pour du reportage. Conclusion! Au moment où j'écris cette review, le prix n'est pas encore définitif mais devrait être dans les 3700-3800 €. Ça pique. Et même si c'est clairement le 70-200 le plus haut de gamme et le plus stuffé que j'ai pu avoir entre les mains, ça reste un 70-200 2.8 et non pas une formule optique super exotique comme le 24-105 2.8. Et pour cette raison, j'aurais peut-être allégé le prix quand même de 200 balles. Mais bon, cet objet est devant tout ce qui se fait en termes de 70-200 et visiblement Canon le sait. Meilleure performance optique, meilleur autofocus, meilleur stab, meilleure ergonomie, meilleure intégration, je veux dire multiplicateur de focale compatible, power zoom, pilotage à distance métadonnées et même le choix de la couleur. Comme une Clio. C'est fou. Reste le sujet du choix d'une bague de map électronique pour un objet qui lorgne clairement du côté de la vidéo, donc absence de butée, position de la bague qui est relative, le focus qui reboot aussi quand on éteint le boîtier. Bon, tout ça va refroidir surtout ceux qui shootent en manuel, comme ça m'arrive de faire en studio, mais aussi certains vidéastes qui voudront le coupler avec un follow focus. Mais bon, franchement, j'ai beau creuser, c'est pour moi le seul compromis de cette optique, et en plus, cette conception apporte aussi des avantages. Parce que dans les objets modernes, le groupe focus n'est déplacé que par les moteurs autofocus, ce qui permet de faire des objets qui sont plus légers, plus ergonomiques et potentiellement, comme ici,
électroniquement par focale. Et ça va clairement dans le bon sens. Ce qui va aussi dans le bon sens, c'est que le design est partagé avec le 24-105 2.8. Et ça en fait un combo reportage, sport, run and gun le plus létal du marché. Et d'ailleurs, au moment où je sors cette vidéo, Canon devrait annoncer le 24 mm 1.4 et le 50 mm 1.4 basé sur le form factor du 35 mm 1.4 VSM qui est sorti il y a quelques mois. Et je pense que beaucoup de photographes, mais surtout beaucoup de vidéastes, vont aimer cette cohérence directement adopter des optiques cinéma avec toute la productivité et la résolution des optiques photo. Et perso, j'adore la direction que prend Canon avec ses optiques hybrides. Il y a une vraie vision derrière ça qui est vraiment palpable et selon moi, elle est totalement en phase avec le marché actuel. Bref, bravo. Que dire de plus sur cette optique? J'ai pas développé l'aspect photo. Et pourtant, il y a vraiment pas mal de trucs à dire parce que perso, je shoot beaucoup de produits, notamment au 70-200 pour écraser les perspectives. Et cette nouvelle version m'offre déjà un meilleur collier, dans ce qui peut paraître con, mais qui est pas rien. Un peu plus de résolution, une distance de map plus courte, pas de focus breathing, ce qui est important quand on fait du focus stacking. Bref, j'aurais tellement à creuser, mais si je veux pouvoir poster cette vidéo quand l'embargo saute, il faut que je la garde absolument sous les 10 minutes. Raté. Bref, optique incroyable, précommande lancée pour moi, fin de la vidéo. Et merci à Wesley pour les images behind the scene, hein. Merci vraiment pour ton aide, hein. Chouette rencontre. Merci aussi à Canon de m'avoir laissé jouer avec ce bébé avant son annonce. Et merci à vous d'être ici et de m'écouter, débiter mes conneries, hein. Je vous connais pas et pourtant je vous aime. Et oui, on va finir une vidéo bison bleu sur un peu de bienveillance. Ça vous emmerde la bienveillance, bande de... Passez une bonne journée. C'était JB. Bison bleu. Ciao.